La France devient le premier pays d'Europe à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Sénat avait largement adopté la proposition de loi en début d'après-midi par 243 voix contre 2. L'Assemblée lui a emboîté le pas avec 279 députés pour et 81 contre. Une réforme voulue par Emmanuel Macron qui a salué son adoption, la qualifiant d'avancée majeure dans la protection des enfants et des adolescents. Vraiment, le droit de l'Union européenne, aujourd'hui, il nous permet il y a juste une toute petite porte qui s'est ouverte l'été dernier avec les lignes directrices, il nous permet juste de fixer un âge limite dans le droit national. Le texte de compromis a été approuvé à huis clos lundi par les députés et les sénateurs au sein d'une commission mixte. La France insoumise s'est opposée au texte et les socialistes se sont abstenus. Explication d'un député PS. Est-ce qu'on décide d'interdire de façon sèche tous les réseaux sociaux aux mineurs ou est-ce qu'on décide, plutôt ce que porte la Commission européenne d'ailleurs, d'interdire uniquement les fonctionnalités nocives des réseaux sociaux? Nous, on est plutôt sur cette position-là. D'autres pays de l'UE tels que la Grèce, la Slovénie et la Suède prévoient de restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. L'Espagne envisage de les interdire aux enfants de moins de 16 ans et l'Autriche à ceux de moins de 14 ans. Parallèlement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé au début du mois à un accès progressif et par étapes pour les différentes tranches d'âge aux plateformes numériques. If we start with the youngest, toddlers, no screens at all. Then children under the age of 13, access to social media only under the supervision of parents, caregivers, teachers, and time limited. And then from the age of 13 on, and that's very important, there's a gradual access depending on the proof given by the platforms that they are age appropriate and safe for teenagers. La Commission européenne devrait présenter une proposition à ce sujet après l'été. Deux pompiers ont perdu la vie ce mardi alors qu'ils intervenaient sur un incendie près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Selon la direction de l'aéroport, le feu s'est déclaré dans un espace végétalisé situé à l'extérieur de l'enceinte avant de se propager à un bâtiment voisin. Les flammes ont fortement perturbé le trafic aérien, entraînant la suspension temporaire des atterrissages et des retards d'environ 1 heure. Ce drame survient alors que la France fait face à une saison d'incendies exceptionnelle. Depuis le début de l'année, plus de 42 000 hectares sont déjà partis en fumée, un niveau qui dépasse le précédent record de 2022. Rien que durant les 2 premières semaines de juillet, près de 15 000 hectares ont brûlé, notamment dans la forêt de Fontainebleau, dans le sud du pays et en Corse. As you can see from the smoke behind me, firefighters are continuing to battle wildfires across southern France today. And it comes as a fresh outbreak of fires have taken place here in Provence and also in the Côte d'Azur. Here in Cotignac, we've been issued evacuation orders for part of the village, and that follows new fires in the areas of La Tournai, Pontevedra and down in Les Arcs. We're seeing helicopters as well as planes carrying those water buckets, trying to assist putting out those fires. And this also comes as temperatures continue to rise right across Europe. En Espagne, l'incendie de la Mirla dans la province de Guadalajara est désormais sous contrôle après avoir ravagé près de 30 000 hectares. En revanche, plusieurs foyers restent actifs, notamment à Eyoulve et Brieva. En Andalousie, les opérations de déblaiement se poursuivent à Los Gallardos où un incendie a fait 13 morts. En Sicile, les flammes ont de nouveau gagné du terrain près du village de Castronovo di Sicilia. Des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères ont été déployés. Près de 200 000 hectares ont déjà brûlé dans l'Union européenne depuis le début de l'année sur fond de sécheresse aggravée par la canicule historique du mois de juin. Un convoi militaire libanais s'est déployé mardi dans un village du sud du pays, toujours partiellement occupé par les troupes israéliennes. Cette opération intervient après la signature d'un accord cadre entre Israël et le Liban le mois dernier. Les États-Unis avaient annoncé lundi le début des opérations dans 3 villages faisant partie d'une zone dite pilote. Le maire de l'un de ces villages se dit inquiet pour la sécurité de sa commune, compte tenu de la proximité des soldats israéliens. Avec les autres habitants, il attend toujours le feu vert de l'armée libanaise pour pouvoir revenir au village en toute sécurité. بنشوف شو في داخل زوطة الغربية وبنحمل حالنا ومفل استقرار ما فينا وما بنقدر اصلا
ما بنقدر لا بكل التفاصيل ما بنقدر مثل ما قلت لك البنى التحتيه كلها معدومه البيوت كلها بالارض جرفوا الطرقات الرئيسيه جرفوها فلحوها يعني. L'armée libanaise a exhorté les habitants de ce village à ne pas y revenir tant que la situation sécuritaire ne sera pas stabilisée. Mardi en milieu de journée, les forces israéliennes n'avaient pas encore commencé à se replier de cette zone. Dans le même temps, le président libanais Joseph Aoun rencontre ce mardi Donald Trump à Washington, avec pour objectif d'instaurer une accalmie durable au Liban. Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50% sur la plupart des produits canadiens, en représailles à ce qu'il a qualifié de traitement inégalitaire à l'égard des voitures, de l'alcool et des produits laitiers américains. Une décision également motivée par le fait que le Canada est l'un des 2 pays avec la Chine à avoir riposté aux taxes imposées par Donald Trump en 2025, a indiqué la Maison-Blanche. Les nouveaux droits de douane qui entreront en vigueur dans 30 jours concernent toute une gamme de produits, y compris des articles de consommation courante, mais excluent les produits énergétiques, la potasse, le poisson et les minerais stratégiques. Si le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'Ottawa était prêt à négocier avec l'administration Trump, cette mesure pourrait déclencher une nouvelle guerre commerciale. Elle risquerait d'entraîner une hausse de l'inflation et de tendre davantage les relations entre les 2 nations qui entretenaient des liens étroits avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces nouvelles taxes pourraient également se répercuter sur les consommateurs sous forme de hausse des prix, ce qui pourrait pénaliser Donald Trump lors des élections de mi-mandat prévues pour novembre prochain. La Hongrie se prépare à sélectionner un nouveau président. Tamas Suljók, qui occupait ce poste, annonce avoir accepté sa destitution et promulgué le 17e amendement à la constitution hongroise. Depuis minuit, lundi 21 juillet, la présidente du Parlement, Agnieszka Forsthofer, assure donc les fonctions de chef d'État à titre intérimaire, comme le veut la loi. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la présidente du Parlement déclare qu'elle exercerait ses responsabilités de manière impartiale pendant la période de transition, en gardant à l'esprit les intérêts du peuple hongrois. Le parti TISA a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait modifier la Constitution afin que le président soit élu au suffrage direct. Toutefois, un tel changement pourrait prendre des années. En attendant, la recherche d'un candidat par intérim a déjà commencé. Selon le vice-président du groupe parlementaire TISA, plusieurs noms sont à l'étude. A politika boszorkák konyhájából esik ki. Tehát nem egy volt politikus, egy volt miniszter, egy nem tudom micsoda, hanem egy olyan ember, akit tényleg civilek támogatnak. Peter Magyar a d'abord demandé aux internautes sur Facebook de proposer des candidats potentiels. Le Premier ministre n'a pas tardé à réagir et a invité lundi Judith Polgár à assumer cette fonction, mais la joueuse d'échecs de renommée mondiale a décliné cette nomination. A kormánypárti képviselők, akikkel beszéltünk, mind hangsúlyozták, hogy a köztársasági elnök kiválasztása még korán sem ért véget. Nem is kell, hiszen még 30 napjuk van megtalálni a tökéletes jelöltet. A Fidesz frakció minden esetre már jelezte, hogy nem fog részt venni a kiválasztásban, ugyanis szerintük ez csak egy színjáték, és végül úgy is az lesz, amit a TISA akar. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Une juge fédérale américaine a approuvé un accord à l'amiable d'un montant d'1,5 milliard entre l'entreprise Anthropic et un groupe d'auteurs. Une décision qui met fin au plus grand recours collectif en matière de droits d'auteur de l'histoire des États-Unis. Cet accord à l'amiable d'un montant record a été approuvé lundi à San Francisco, la juge ayant rejeté les objections de certains auteurs qui estimaient que le montant était trop faible. L'affaire remonte en août 2024, quand plusieurs écrivains ont déposé un recours collectif contre Anthropic, accusant l'entreprise d'utiliser des livres piratés pour entraîner son chatbot Claude. Selon les termes de cet accord, les auteurs et les éditeurs recevront chacun $3 000 au titre des quelques 500 000 œuvres concernées par le règlement. Un précédent jugement concernant Anthropic, rendu en juin 2025, avait déjà conclu que le stockage de millions de livres piratés dans une bibliothèque centrale était illégal. C'est ici, sur ces plages de Normandie dans le nord-ouest de la France, que plus de 150 000 hommes, principalement américains, britanniques et canadiens, ont débarqué le 6 juin 1944 dans la plus vaste opération amphibie de l'histoire. Le site est sur le point de voir sa candidature aboutir au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies doit rendre sa décision entre le 24 et le 27 juillet prochain.
Le classement concernerait les 5 plages historiques du débarquement allié, mais aussi la pointe du Hoc, la batterie allemande de Longues-sur-Mer ou encore le port artificiel d'Arromanches. Donc ce site avec son port artificiel est présent sur la liste qui est proposée au classement des sites UNESCO, en plus des plages de débarquement, car on considère qu'avec le rôle qu'il a joué très important, on peut considérer que c'est l'équivalent d'une plage de débarquement, même si les troupes n'ont pas directement beaché sur la plage, mais ont transité à travers ce port. Si le classement par l'UNESCO ne garantit pas de financement direct, cette reconnaissance constituerait toutefois un levier pour mieux protéger un patrimoine de plus en plus vulnérable. Plusieurs vestiges du débarquement, notamment des bunkers du mur de l'Atlantique, des épaves ou certaines installations alliées, sont aujourd'hui menacés par l'érosion du littoral et la montée du niveau de la mer. Ce mardi, les autorités pénitentiaires russes ont intercepté un chat qui servait à faire passer de la drogue en contrebande dans une colonie pénitentiaire de Nijni Novgorod. Selon le service pénitentiaire fédéral, l'animal portait 2 colliers en tissu de fabrication artisanale. Ceux-ci dissimulaient des substances interdites destinées aux détenus. Le personnel pénitentiaire a repéré le chat passeur de drogue avant même qu'il ne pénètre dans l'enceinte de l'établissement. Le félin a pu être capturé, les colliers lui ont été retirés, puis il a été relâché dans la nature.